France 24, LCP, Public Sénat, présente. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour Ici l'Europe sur France 24 et les chaînes parlementaires. Nous allons parler des petits colis que vous faites livrer chez vous. Alors faut-il les taxer ou non? Ce sera l'objet de notre débat. Mais tout de suite, la semaine a été marquée par les inquiétudes des agriculteurs et leur mobilisation à travers l'Europe. Les exploitants ont manifesté à diverses reprises, singulièrement le 18 décembre autour du Conseil européen où l'accord avec les pays du Mercosur d'Amérique latine était au menu. Ils protestaient également contre la baisse de l'enveloppe agricole dans le futur budget européen, les excès de normes européennes, entre autres sujets. Nous prenons tout de suite la direction de Bruxelles et de la puissante organisation qui réunit les syndicats et les coopératives agricoles, le COPA-COGECA. Vous avez d'ailleurs été nommé à sa tête, Elie Tsiforou, en tant que secrétaire général. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc sa secrétaire générale, originaire de Grèce. Vous avez travaillé comme conseillère politique dans les domaines de l'agriculture et du développement rural au Parlement européen puis au Parlement hellénique. Le chiffre de cette semaine, 9 millions d'exploitations agricoles dans un continent de 450 millions d'habitants et un secteur qui ne représente que 1,2% du PIB de l'Union européenne. Donc un très petit chiffre qui explique la difficulté pour le monde rural peut-être de faire entendre sa voix. Il est en ébullition en ce mois de décembre pour toute une série de raisons, lesquelles vous paraissent les plus cruciales. On a pris la décision unanime au sein de nos organisations membres de manifester dans les rues de Bruxelles le 18 décembre. Première raison, c'est les propositions de la Commission sur la nouvelle politique agricole commune après 2028. Là, on n'a pas seulement des coupes budgétaires importantes de 20%, sans compter l'impact de l'inflation qui est déjà là et qui pèse sur la politique agricole commune, mais aussi un changement radical de la structure qui porte vers une renationalisation de la politique, ce qu'on considère comme un danger pour la communalité de la PAC. On pense que ça va nous mener à des politiques agricoles, 27 politiques agricoles au sein de l'Union européenne. Donc, ça va briser le marché unique et le fonctionnement de la chaîne alimentaire. Oui, elle va être effectivement cette politique agricole commune qui représente encore un quart du budget de l'Union européenne. Elle va être fusionnée avec les politiques de cohésion, l'autre grande politique, et puis on va dégager comme ça plus d'argent pour la compétitivité. C'est-à-dire qu'en fait, vous ne faites pas partie des emplois du futur, apparemment. C'est l'avis de la Commission, ce n'est pas notre avis, ce n'est pas ce qu'on revendique. Tout d'abord, l'enveloppe de la PAC dans cette nouvelle proposition va tomber à la moitié de ce qui est le cas à présent. Donc, l'agriculture va représenter 15%, un peu moins de 15% de l'enveloppe totale du budget européen. Donc, une baisse très importante. Et il faut tenir compte que la PAC, c'est un pilier de la construction européenne. C'est un pilier du marché unique. Et ça, c'est prévu dans les traités. La fondant, c'est une politique qui garantit l'approvisionnement des citoyens européens et les prix abordables pour les aliments qui sont sur la table de tous les Européens. Donc, on ne manifeste pas pour nos intérêts propres comme agriculteurs, on manifeste pour une politique qui porte en elle-même l'esprit de l'Europe. Je vous propose tout de suite de suivre les toutes dernières nouvelles de l'Union européenne. C'est l'Europe en bref, côté agriculture justement. C'est concocté par Charlotte Prudhomme. Le 18 décembre, des milliers d'agriculteurs européens en colère ont manifesté à Bruxelles contre le projet d'accord commercial avec les 4 pays du Mercosur. Ils réduisent considérablement les droits de douane, mais au détriment des standards et des prix, selon les agriculteurs. Nous ne pouvons pas accepter de la nourriture qui ne répond pas à nos normes. Nous ne voulons pas que nos enfants aient à manger des choses dont nous ne pouvons pas lire les étiquettes. Chaque agriculteur ici fait de son mieux pour se conformer aux règles existantes. Il faut se réveiller vite parce que sinon la culture française et même l'agriculture européenne elle va mourir et comme on dit il n'y a pas d'avenir sans paysans. S'il n'y a plus d'agriculture, il faudra se nourrir on ne sait pas comment.
Sous la pression des agriculteurs, la France et l'Italie de Giorgia Meloni ont bloqué le vote sur l'accord du Conseil européen, repoussant son adoption par les chefs d'État. Nous pourrons ainsi approuver l'accord du Mercosur lorsque nous aurons toutes les garanties exigées par un secteur qui pourrait autrement être affecté. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s'est dite confiante pour y parvenir en janvier. Depuis plusieurs jours, des foyers de contestation émergent en France. Des éleveurs bovins s'opposent aux abattages systématiques des troupeaux où sont détectés des cas de dermatose nodulaire contagieuse, comme ici, en aspergeant une préfecture de sang animal. L'épidémie a éclaté en juin. Plus de 3300 bovins ont été abattus à ce jour. Élite Sifourou, secrétaire générale du COPA-COGECA. L'accord n'a pas été validé par les 27 au dernier sommet européen. C'est partie remise. Alors on voudrait savoir effectivement, est-ce que c'est grave ? Le COPA-COGECA a une position très claire là-dessus, soutenue à l'unanimité par tous ses membres. Et il faut dire et il faut préciser que dans notre longue histoire, qui date du tout début de l'Union européenne, des années 50, c'est le premier accord commercial qu'on oppose. Et pourquoi ? Parce que ce qu'on dit, c'est qu'il faut tenir compte, tout d'abord, pour ce qui est l'impact sur les marchés, l'aspect cumulatif du commerce international. Donc, ce n'est pas seulement les secteurs qui sont sur le défensif par l'accord du Mercosur. Et il faut tenir compte que ces mêmes secteurs reçoivent déjà la pression d'autres accords comme celui avec l'Ukraine ou de futurs accords qui vont venir. Donc, les mêmes secteurs qui sont visés et qu'on considère qu'ils doivent être protégés. Et le deuxième aspect, c'est la grande question de la réciprocité, des standards. Là, on voit qu'avec les pays de Mercosur, l'écart est énorme. Donc ça, c'est quelque chose qui ne peut pas être accepté par notre communauté. Le 16 décembre, à Strasbourg, les eurodéputés ont agréé les clauses de sauvegarde de l'accord du Mercosur pour renforcer les garde-fous en matière, par exemple, d'importation. Il sera facile de déclencher ces clauses de sauvegarde. Sur le fond du dossier, vous êtes maintenant convaincu que cet accord va offrir finalement des garanties aux agriculteurs européens ? Tout en reconnaissant les efforts du membre du Parlement européen de renforcer cette direction, pour nous, ça n'apaise pas notre inquiétude et ça ne change pas notre position contre cet accord commercial. Pourquoi ? Pour une raison très simple, que la question de la réciprocité reste toujours ouverte, on n'est pas protégé de cet aspect-là. Et même dans les clauses eux-mêmes qui concernent les marchés, même là, on a des questions sur l'efficacité de les renforcements. Donc, ça nous empêche de changer notre position très claire contre cet accord qu'on trouve injuste pour les agriculteurs européens. Les volumes de marchandises sud-américaines qui rentreraient sur le territoire européen, 99 000 tonnes de viande de bœuf, 180 000 tonnes de viande de volaille, 180 000 tonnes de sucre, 650 000 tonnes d'éthanol, ce sont des tout petits volumes qui ne sont pas de nature à modifier profondément le marché, un marché de 450 millions d'habitants en effet. Oui, on entend bien sûr cela, surtout de la part de la Commission européenne, dès le début de ce débat. Et là, je reviens à ce que je vous ai dit tout à l'heure, que ce n'est pas une question de voir cet accord en lui-même. Il faut voir l'aspect cumulatif et l'impact cumulatif des accords commerciaux. Et là, les secteurs qui sont sensibles dans cet accord, il faut tenir compte qu'ils sont sous pression par d'autres accords. L'accord avec le Canada, le fameux CETA, le précédent accord que nous avons signé, il a finalement convenu aux agriculteurs et toutes les sonnettes qui avaient été tirées à ce moment-là ne sont plus aujourd'hui forcément justifiées, y compris d'ailleurs les appellations contrôlées. Les AOP ont été relativement contentes des exportations vers le Canada.
si on parle des appellations contrôlées, ça c'est une autre dimension des accords commerciaux. Maintenant, ce dont on parle, c'est l'aspect sur le marché. Et nous, ce qu'on dit pour le Mercosur, et je le répète, c'est que les secteurs qui sont visés, qui sont sur le défensif, ils sont aussi visés par d'autres accords. Et on ne peut pas accepter que ces secteurs soient sous autant de pression qu'on risque de perdre vraiment des agriculteurs, des exploitations et d'avoir un impact sévère sur ces secteurs. L'aspect cumulatif doit être pris en compte. L'adoption de l'accord avec le Mercosur nécessite une majorité qualifiée, soit au moins 15 États sur 27, représentant 65% de la population européenne. Est-ce qu'il est urgent de ratifier, selon vous, cet accord? Ça ne change pas quelque chose par rapport à notre position. Il faut tenir compte que dans cette procédure de ratification, surtout au niveau européen, on a vu des manœuvres de la part de la Commission et aussi dans le Parlement de faire tout pour que l'accord passe. Donc là, c'est aussi un manque de transparence dans le fonctionnement démocratique des institutions et du débat autour de ces questions qui sont fondamentales pour l'agriculture européenne. Donc pour nous, rien ne change. Notre position est très claire et ce qu'on demande aux co-législateurs, c'est de bloquer cet accord et de résister aux manœuvres de la Commission. Nous sommes à un tournant, par ailleurs, de simplification de la part de la Commission européenne, et ça vous convient bien, de certaines exigences de la politique agricole commune. Réduire, par exemple, les obligations administratives et réglementaires imposées aux agriculteurs pour bénéficier des aides PAC, réduire les contrôles, rendre flexibles les normes. Certains disent que vous avez au passage sacrifié des objectifs de réduction des CO2 pour la filière agricole, censée participer, elle aussi, au pacte vert. Pas du tout. Je dois commencer en disant que la simplification est un exercice très important pour les agriculteurs et non seulement. Il faut tenir compte qu'on est face à une surrégulation qui vient de l'Union européenne, qui empêche les agriculteurs de produire. Et surtout à ce moment où la sécurité alimentaire est et doit faire partie des priorités de l'Union européenne, la sécurité, personne n'en doute, c'est la priorité absolue. On ne doit pas mettre à risque la productivité. Donc, il y a une masse de législations européennes qui doivent être implémentées dans les exploitations agricoles à travers l'Union européenne. Et cette masse de règlements qui ne font pas sens dans plusieurs cas, qui ne sont pas pratiques, qui ne sont pas pragmatiques, qui empêchent les agriculteurs de produire, doivent être allégées. Et donc ça va au-delà de la politique agricole commune. C'est un peu le résultat de cette priorisation qu'il y avait il y a quelques années dans le mandat précédent de la Commission avec le pacte vert. Et là, il faut clarifier que les agriculteurs n'ont jamais opposé les objectifs. On a opposé les moyens et la manière dont ce pacte a été implémenté ou, pour vrai dire ce qui est arrivé, renforcé sur notre secteur. Donc, il faut un peu de sens commun. Il faut que le cadre réglementaire européen soit allégé. On a besoin de stabilité. On n'a pas besoin d'un cadre réglementaire qui change toutes les années. Les agriculteurs doivent produire, doivent investir aussi dans la transition. Et ça demande la profitabilité et ça demande aussi un soutien et une clarté politique et réglementaire de la part de l'Union européenne. Le 4 décembre dernier, les députés européens et les États membres sont tombés d'accord pour développer des plantes issues de nouvelles techniques génomiques, les NGT, pour New Genomic Techniques. Ils sont qualifiés de nouveaux OGM par leurs détracteurs. Votre COGECA, comme les grands semenciers d'ailleurs, soutiennent ces techniques pour développer des variétés plus résistantes aux aléas climatiques et moins gourmandes en engrais, alors que les organisations de défense de l'environnement s'y opposent. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur l'introduction de
ces nouveaux, alors vous les appelez ou non OGM, alors que le souhait des consommateurs, c'est pour l'instant de ne pas en avoir du tout en Europe? Écoutez, si on veut avancer en Europe, il faut avoir confiance à la science. Et il ne faut pas tromper les consommateurs, il ne faut pas leur faire peur. Ce n'est pas des OGM. C'est une technique qui est très claire, qui renforce la résistance des plantes. Et c'est un outil qui est nécessaire pour les agriculteurs. C'est un des outils qui sont nécessaires pour les agriculteurs pour faire face surtout aux changements climatiques qui ont un impact très sévère et qui risquent de vraiment entraver la productivité et de mettre en risque la sécurité alimentaire en Europe. Donc, il ne faut pas plaisanter avec ces arguments. Il faut écouter la science. Comme Copa-Cogeca, on a soutenu dès le début ce type d'innovation. L'innovation est nécessaire pour le monde agricole afin de faire face aux différents défis et afin d'assurer la sécurité alimentaire en Europe. Élie Tiffourou, pour terminer, la France est en ébullition, vous l'avez noté, 110 foyers de dermatose nodulaire contagieuse ont été détectés, 3000 bovins euthanasiés dans le cadre d'une stratégie d'abattage total, beaucoup de manifestations. Vous craignez une épidémie très large. Est-ce que ça aussi, ça fragilise beaucoup le monde agricole? Écoutez, comme vous le dites, c'est une problématique française, c'est une question nationale. Toute notre empathie et notre soutien, bien évidemment, aux agriculteurs français. Élie Tiffourou, secrétaire générale du Copa-Cogeca, merci d'avoir été notre invitée aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous restez en notre compagnie avec les chaînes parlementaires. Nous allons parler des petits colis, un autre secteur qui intéresse beaucoup les consommateurs européens. L'avenir des petits colis en Europe, c'est tout de suite le débat. Bienvenue au Parlement européen à Bruxelles. À quelques jours de Noël, combien de petits colis ont été livrés à votre domicile en provenance de la Chine ou d'ailleurs? Trop, répond l'Union européenne, 4,6 milliards de colis par an. Or, jusqu'à présent, ceux d'une valeur de moins de 150 € étaient totalement exonérés de droits de douane, ouvrant ainsi grand notre marché à la déferlante des plateformes chinoises du commerce à bas coût, les Chines, les Temu et autres Alibaba. Mais les choses sont en train de changer. Plusieurs États membres sont en train d'adopter des mesures de rétorsion comme la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg ou encore la France qui veut imposer une taxe de quelques euros par paquet. À ces taxes nationales viendra bientôt s'ajouter une taxe européenne de 3 € à compter de juillet 2026. Des pays qui favorisent un prélèvement fixe, estimant que la Chine triche souvent sur le montant déclaré des contenus. En tout cas, plus largement, c'est la question des normes européennes et de la sécurité qui est posée. La découverte de la vente de poupées à caractère pédopornographique par Chine et d'armes en France a servi de détonateur. Les géants chinois du e-commerce sont désormais dans le viseur de la Commission. Alors, faut-il les suspendre? Nous poserons la question à nos deux invités aujourd'hui. Dirk Gottink, bonjour, vous êtes néerlandais, vous siégez au PPE, ici à la droite du Parlement européen. Donc vous êtes aussi rapporteur pour la réforme du Code des douanes dans l'Union, qui nous concerne puisqu'elle touche également cette taxation des petits colis. Puis alors François Calfon en face de bonjour. Vous. Eurodéputé français, bonjour, du groupe des socialistes et démocrates. Vous avez co-signé début novembre une tribune demandant à suspendre l'accès de Chine au marché européen. D'ailleurs, pour éclairer nos téléspectateurs sur l'ampleur du flux, je vous propose de regarder quelques chiffres, les chiffres clés des petits colis. 12 millions par jour dans l'Union européenne, à 91% en provenance de la Chine, et ce, sans aucun droit de douane. Comment on en est arrivé là ? Écoutez, c'est très simple. Depuis 2022, c'est-à-dire au lendemain du Covid, la République populaire de Chine, les plateformes ne sont qu'un instrument. Et avec la fermeture du marché américain, ont décidé de déverser l'excédent de production. Chaque mois, il y a un excédent de production énorme en Chine qui n'est pas absorbé par le marché intérieur. Et ils ont décidé de cibler l'Union européenne pour déverser leurs produits subventionnés, leurs produits frauduleux à 80%. Et c'est ce qu'ils font. Depuis 2022, l'augmentation de l'exportation de ces produits frauduleux a augmenté de 353% dans l'Union européenne. Et dans votre présentation liminaire, moi je veux être concret,
Je suis allé avec les douanes à Roissy vendredi dernier faire un contrôle sur pièce. Eh bien, dans les colis que nous avons ouverts, première fraude, les montants déclarés ne correspondent jamais, je dis bien jamais, 10 fois sur 10 aux montants que nous avons au sein des valises. Et quand nous ouvrons les colis, qu'est-ce que nous trouvons? De la contrefaçon, des produits dangereux. Vous savez même ce qu'on a trouvé? On va revenir sur tous ces aspects. Mais sur Donc le fond... j'en termine sur un point. Ça n'est pas des fraudes simplement sur une poupée pédopornographique. C'est une fraude systémique organisée par le gouvernement chinois qui, un peu comme la cavalerie, sait que l'Union européenne, certes, va sanctionner, mais des années après, il sera trop tard pour le commerce, pour la production européenne. Alors, Dirk Gotting, en tant que libéral, j'imagine que vous êtes supporter du libre-échange et du pouvoir d'achat. Au fond, les Européens sont devenus accros à ces produits parce qu'ils sont peu chers. Est-ce qu'on peut vraiment leur reprocher? Moi, je ne sais pas pourquoi vous collez cette étiquette, mais je pense que je partage une grande partie de l'analyse. Mais pas que le gouvernement chinois a fait créer une stratégie visant l'Europe. Je pense que les joueurs économiques ont vu une opportunité parce que l'Europe n'a pas de contrôle à la frontière. On a un marché très grand et en plus, ils produisent déjà presque tout dans le monde. Moi, je suis un défenseur du bon commerce. Mais ce qu'on a permis est aussi... Malheureusement, grâce à la législation DSA, qui en fait donne une responsabilité très limitée aux plateformes, on est devenu le dumping ground, le magasin du dumping du monde. Alors vous dites la législation donc sur les services digitaux, les services numériques, soyons précis. Alors c'est vrai que en attendant, ce qui se passe, c'est que plusieurs États sont en train de légiférer. La Roumanie, par exemple, prélève d'ores et déjà 5 € sur chaque paquet, tandis que le Benelux a opté pour 2 €. La France réfléchit à une redevance entre 2 et 5 € pour ces petits colis. Des initiatives individuelles, vous dites nécessaires, suffisantes? Alors déjà, il faut comprendre que dans l'état des finances publiques français, qui n'est pas vraiment glorieux, il y a moins 4 milliards sur la TVA cette année. Donc on parle bien d'une attaque systémique et qui est due en grande partie au e-commerce. Je me prononce très directement, je vous réponds très directement. On parle d'une taxe à 2 € sur les petits colis. Moi, je pense que c'est largement en deçà de ce que cela devrait être. On devrait être plutôt dans du 6 ou 8 € pour compenser tout l'argent qui est détourné. Ensuite, je rejoins mon collègue du PPE qui a fait un grand pas contre la concurrence mondiale qu'il promeut par ses positions politiques. Je le rejoins sur le fait que nous ne sommes pas contre le e-commerce s'il y a une fair competitiveness, c'est-à-dire s'il y a un juste échange. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de juste échange, car vous avez 80% de produits frauduleux. Et la question qui est posée, c'est que c'est un choix civilisationnel. Aujourd'hui, quand nous allons dans les villages européens, il n'y a plus de commerce. Aujourd'hui, nous avons les plus grandes difficulté à produire les biens de première nécessité à la veille de Noël, très peu de jouets français, 80% de jouets chinois. Est-ce que nous acceptons que ces 80% de jouets chinois représentent un danger immédiat pour nos propres enfants? Et pourquoi alors la Poste française a une coopération officielle avec Temu, je crois? Alors et dans plein de domaines. Et Shein a ouvert son premier magasin à Paris. Alors je reviens sur mais vous faites bien m'interpeller. Vous avez bien un peu d'influence en France toujours. Écoutez, pourquoi vous n'agissez pas contre ça? Mon cher collègue, j'ai rencontré, je vous fais une confidence parce qu'on est entre nous, personne ne nous regarde. J'ai rencontré la patronne de la Poste et je lui ai dit les yeux dans les yeux comme nous nous regardons à l'instant. Comment pouvez-vous, service public postal, vous regarder dans la glace le matin en faisant en sorte que vos facteurs, qui sont des agents de service public, qui sont les agents de l'équilibre du territoire, distribuent chez les Français des contenus, des contenants, des caisses dans lesquelles ils savent que 8 à 9 objets sur 10 qui vont distribuer est frauduleux. Et je le dis à l'État français. Et ce n'est pas que le cas en France d'ailleurs. Il y a plein de pays qui font ça. Et je le dis à l'État français justement... puisque la Poste française appartient à la Caisse des dépôts et à l'État français. Il faut que la Poste française... Revenons sur cette histoire de taxes. De taxation des petits colis. Dirk Gotting, on voit que pour l'instant, ça se fait plutôt en ordre dispersé. Chaque État, est-ce qu'il faudrait une réponse fonctionnera pas. Européenne? Et pourquoi? Parce que si on commence à Roissy, j'ai été aussi là,
si on commence à contrôler à Roissy ou à Amsterdam, demain, les cargos ils vont vers Francfort ou Leipzig ou un autre aéroport. Et si les taxes ne sont pas les mêmes dans chaque pays? Il faut faire une solution européenne. Il ne faut pas jouer la nationale et surtout pas que pour des raisons financières. Je suis très critique aussi par rapport à l'initiative belge, française, mais aussi néerlandaise. Ça ne fonctionnera pas. On va juste bouger les flux des produits. Et juste en septembre, on a dépassé déjà le montant de l'année dernière en termes de petits paquets. Vous avez compris que M. Clalfon disait que ça allait dans les caisses de l'État français, qu'on avait bien besoin. Là, si on fait une taxe européenne, ça ira dans les caisses de la Commission européenne? Ça ira dans le budget européen. Alors non, mais pour répondre, parce que je pense qu'il y a une complémentarité. Pourquoi on a pris des mesures conservatoires en France? Parce que la Commission se hâte trop lentement. Au titre du DSA, il y a 2 enquêtes ouvertes contre Temu et AliExpress. Il y a une phase d'investigation contre Chine. Mais le temps que la Commission européenne agisse, prenne les sanctions qui sont prévues dans le DSA, il va se passer 3 ou 4 ans. Je viens à votre point, c'est le plus important. Oui, c'est par la réforme du code douanier que nous pourrons réellement agir. Parce qu'aujourd'hui, les plateformes de ces places de marché, comme on dit, disent « je ne suis pas responsable de ce qui est vendu ». Eh bien, il faut les rendre responsables à la fois de la collecte de la taxe et du contenu. Et ce sera beaucoup plus efficace. Et pour répondre très précisément à votre question, si nous taxons, je pense que ça alimente l'autorité douanière européenne et ça alimente à la fois le budget de la Commission. Oui, il faut des ressources propres et pourquoi pas les efforts des douanes des différents États membres. Là-dessus, je pense qu'il faut être très ouvert. Oui, et le problème vraiment dans la législation, c'est qu'on traite YouTube et Facebook avec les mêmes législations que Temu et Shein. Le Digital Service Act. Mais les vidéos online, ça n'a pas le même impact que les colis. Ça ne peut pas mettre en danger des enfants avec des jouets qui sont pas... Encore que les Alors justement, vidéos... on va venir sur cet aspect. Les ONG s'inquiètent de cet aspect des choses, le manquement des objets exportés vers l'Europe aux normes de sécurité. Cet expert en plastique de Greenpeace tire la sonnette d'alarme. On l'écoute. Nous avons commandé 56 produits Shein dans 8 pays à travers le monde et les avons fait analyser par un laboratoire indépendant afin de détecter la présence de substances chimiques dangereuses. Les résultats sont alarmants car un tiers de ces produits contiennent de telles substances dont la concentration dépasse les limites fixées par la réglementation européenne sur les produits chimiques. Dirk Götting, est-ce que c'est vraiment possible de contrôler la conformité de tous ces produits, ces jouets, ces bijoux, ces vêtements? Ils sont globalement dangereux? Mais comme aussi mon collègue a vu à Roissy, ouvrir des paquets, c'est très intensif en termes de travail. On ne peut pas ouvrir tous les colis. Mais ce qu'on peut demander des producteurs, c'est qu'on a des informations sur le contenu et de où c'est produit et de quoi on s'attend. Et après, si on fait un contrôle, qu'on ne doit pas ouvrir tout, mais on peut juste renvoyer après une contrôle, tout le... Est-ce qu'on aura la force morale de renvoyer des choses en Chine effectivement, alors qu'on ne veut pas qu'ils nous mettent des droits de douane, qu'ils nous fassent une guerre commerciale? L'enjeu est très simple. Ils sont en train de nous tuer sur la production automobile, avec des voitures subventionnées, moins 30%, avec une avance prise. Et là, ce dont on parle, c'est toute la production du B2C, c'est-à-dire toute la production des objets électroniques, des jouets, du textile. Donc attention, il ne faut pas penser aux mesures de rétorsion de la Chine. Je vous signale que depuis hier, j'ai vu le chiffre, il y a plus de voitures chinoises vendues en Europe que de voitures européennes vendues en Chine. Donc ça y est, ça s'est inversé. Donc si on ne fait rien, on va mourir guéri. C'est ça le sujet. Deuxième sujet, puisque vous l'avez posé en introduction de ce débat, à titre conservatoire, je viens de voir votre reportage, mais c'est le cas partout, il faut ne pas avoir peur de suspendre les plateformes tant qu'elles ne se mettent pas en conformité. Ça, c'est la deuxième chose qui m'apparaît. Est-ce qu'on peut suspendre aujourd'hui les plateformes? La Commission européenne peut faire ça, mais seulement après des années de recherche. Après, sur le côté de la souveraineté, et nous, on est souverain de nos décisions ici en Europe. On ne va pas se mêler avec la législation en Chine. Et je pense qu'ils vont comprendre que nous, si on légifère et nous, on contrôle, ils doivent simplement accepter que nous, on fait des lois. Et si vous voulez jouer sur notre marché, vous avez des règles à suivre. Comme nous,
on suive les règles chez eux. Et c'est ça qu'on doit expliquer aussi aux Chinois. Je suis sûr qu'on peut le faire. François Calfon. Donc sur les temporalités, en fait on a un petit écart sur les temporalités, mais mon collègue va venir à des positions beaucoup plus socialistes. Ça n'est pas un gros mot, je pense qu'il a du chemin à faire. Je ne suis pas tribal, monsieur, je ne suis pas tribal comme vous apparemment. Mais nous nous rapprochons sur beaucoup de points. Moi je dis qu'il faut appliquer le principe de précaution maintenant. Si nous édictons des règles claires et nous soutenons la réforme douanière, alors ceux qui jouent au jeu avec l'Europe, ils joueront avec nous parce que c'est un débouché très important pour eux, pour l'export, avec nos règles. Aujourd'hui, ils se jouent de nos règles et c'est très différent. C'est-à-dire que pendant que l'Europe prend du retard, eux, ils passent leur temps à sourire. Donc nous, on continuera à mettre la pression sur la Commission européenne qui prend du retard. C'est comme la cavalerie, elle arrive toujours après. Dans les westerns, on a l'habitude de ça. Eh bien, nous demandons, groupe socialiste, groupe SND, et j'espère que ce sera partagé par d'autres, l'ouverture d'une commission d'enquête sur les produits frauduleux on va de ces écouter plateformes. cette réponse de la Commission européenne. Les poupées sexuelles ressemblant à des enfants n'ont pas leur place sur Internet. Les armes, les jouets dangereux n'ont pas leur place sur Internet. Mais nous savons, grâce aux autorités françaises, que Chine a vendu tous ces produits en France. Et nous prenons ça très au sérieux, bien sûr. Nous avons de sérieuses indications que Chine pourrait présenter des risques plus systémiques pour nos consommateurs dans toute l'Union européenne. Du coup, est-ce qu'on doit les sanctionner? Pourquoi on ne les sanctionne pas en France? Est-ce que la Commission doit attendre toute cette longueur d'enquête dont vous avez parlé? Mais le problème, c'est qu'on ne les a pas fait responsables pour les produits qu'ils mettent sur notre marché. Et on doit créer une loi, et on essaie de le faire dans la réforme de la douane. Mais le DSA les enlève de la responsabilité. Et c'est ça que la France a découvert avec ses poupées. Parce qu'ils peuvent signaler que ça ne va pas, ce produit, ils vont l'enlever, mais les jours d'après, ils reproposent des produits qui sont complètement illégaux en Europe. Je suis à moitié d'accord. C'est-à-dire que la Commission européenne, il y a 2 enquêtes AliExpress et Temu, ils mettent un temps infini à rendre le résultat des enquêtes. Donc on demande à ce qu'ils le fassent. Ensuite, est-ce que le DSA est le bon outil? Évidemment qu'il faut la réforme douanière. Mais la France n'a pas attendu, puisqu'il y a une dizaine de fédérations professionnelles qui, pour les raisons de commerce déloyal, distorsion de concurrence, ont poursuivi devant le tribunal judiciaire de Paris la plateforme AliExpress, Chine et Temu. Et il y a le gouvernement français au titre de contenus illégaux, et je parle notamment d'une partie qui concerne le droit pénal sur la promotion de la pédocriminalité, qui poursuit Chine devant la juridiction française. Pierre Götting, je vais me faire l'avocat, non pas du diable, mais des petits consommateurs européens. Est-ce qu'on ne va pas les pénaliser si on a introduit des taxes? Ce sont des produits à bas coût, parfois superflus, mais parfois nécessaires aussi pour certains Européens. Mais ils payent déjà le prix. On a vu, il y a un vol de l'État des revenus fiscaux sur une échelle industrielle. Ils payent déjà le prix sur la chimie qui se trouve dans ces produits qu'ils sont en train d'acheter, sur les frais de tous ces déchets que ça crée. C'est qui paye ça? C'est les autorités publiques, c'est les contribuables qui payent ça. Du coup, on doit beaucoup plus investir dans les douanes et dans les inspections, parce que ces types d'inspections qu'on a vus dans votre reportage, on n'a pas assez de capacité en laboratoire pour vraiment combattre ça, parce qu'à la douane à Roissy, il n'y a pas un énorme laboratoire à côté qui fait les contrôles, aux Pays-Bas non plus. Et c'est ça un problème. On doit regarder beaucoup plus le contenu des produits. Est-ce que c'est pas cher Chine par rapport à ce qu'on produit? C'est très cher Chine. Si vous achetez un jouet pour enfant, une peluche, et que votre enfant ingère l'œil de l'ourson et que vous passez 8 heures aux urgences un 25 décembre, je peux vous garantir que c'est très très cher. Donc acheter de la sécurité européenne, acheter du CE, même si au moment de dépenser, c'est un peu moins cher. Bon, c'est la promotion de Buy européenne avant, évidemment, les fêtes de fin d'année. Merci à vous de nous avoir suivis. Voilà, merci à vous et bonne suite de programme sur nos chaînes.